Et à l'arrivée, ça va être le premier titre paralympique ici, pour Paris, pour Hugo Didier. Tous ensemble, France, tous unis, Jambiste. Meilleur van. Allez, Frédéric Bilon. C'est génial qu'on soit mis en lumière, ça permet de montrer que c'est pas parce qu'on a un grand handicap qu'on ne peut pas pratiquer du sport en fait. Par amour du sport. Putain, t'es si grand. C'est le fauteuil, j'ai un fauteuil qui est assez haut. Oui, c'est le fauteuil. Non, c'est vrai, j'ai un fauteuil qui est de 26 pouces dessus quand même. Et ouais, c'est plus du 24. 24 ou 25, quoi. En général, c'est du 24. Ça fait toute la différence. Ça joue beaucoup. Et salut tout le monde, bienvenue dans Par amour du sport, le podcast qui met en avant les athlètes paralympiques, mais aussi toutes les personnes inspirantes qui gravitent autour du sport et du handicap. Alors à ma droite, mon premier invité a participé aux Jeux de Paris l'été dernier, membre de l'équipe de France de basket fauteuil depuis 2005. Il est un des meilleurs ambassadeurs de son sport, vice-champion du monde en 2010, double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 2013 et en 2014. Il est également président du Paris Basket Fauteuil et c'est lui qui nous accueille aujourd'hui à l'Adidas Arena, au gymnase juste à côté. Je suis Sofiane Meyaoui. Merci Clément, c'est très gentil de ta part. Je suis très content d'être là avec vous et partager ce moment qui va être juste génial, j'en suis sûr. Mais oui, j'ai tellement rêvé de cette intro à la Julien Lepers. Ça. À ma gauche, j'ai une entrepreneur à succès qui a révolutionné la mobilité de centaines, que dis-je, de milliers de personnes en fauteuil. Vainqueur du Grand Prix du concours Lépine en 2021 grâce à un système permettant de relier un fauteuil roulant à une trottinette et ainsi favoriser tous les déplacements du quotidien. Elle est la patronne de l'entreprise Omni, représentante de la France lors des championnats du monde de course d'orientation. Oui, on la connaît également pour ses talents de chanteuse au karaoké. C'est Charlotte Allo. C'est moi. Et du coup, comme on fait un karaoké et que j'ai un micro en face de moi, est-ce que ce serait pas le moment de commencer par... Et c'est parti sur du Céline. Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans vos présentations ? On reviendra évidemment sur les championnats du monde de course d'orientation. Tu m'en avais parlé la dernière fois, ça m'avait fait tellement rire. Oui, je pense que c'est vraiment un élément à souligner, effectivement. Non, comment vous allez déjà ? Est-ce que vous êtes en forme ? Je crois que vous vous connaissez un peu. Alors, je ne sais pas dans quel cadre vous vous étiez rencontrés en l'occurrence. Mais... On s'est déjà croisés sur des événements sportifs et aussi des événements de la mairie peut-être, ou des événements, je ne sais plus exactement dans quel contexte, mais voilà, on s'est déjà croisés souvent et toujours un plaisir de te revoir. Et... Oui, pareil. Du coup, ouais, alors, à travers ce podcast, l'idée c'est de remonter un peu le fil du temps à travers cette optique sport. En fait, la première question, elle va être très généraliste, mais en gros, le sport, ça représente quoi pour vous ? Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez, ne serait-ce que la première fois où vous avez fait une activité sportive ? On a peut-être pas ça forcément sport, mais je ne sais pas, quel est votre plus vieux souvenir de vous en train de faire une activité physique ou sportive ? C'est dur, hein. Ça va se commencer là, Si tu veux, parce que ma carrière de sportive est peut-être moins longue que la tienne, du coup, ce sera plus facile à résumer. Alors moi, j'ai des super souvenirs quand j'étais petit, parce que j'étais dans une école où on était tous en situation de handicap. Et mes profs de sport, parce que j'avais deux, et ils nous faisaient faire tous les sports possibles. T'étais où ? À l'école de la Guadeloupe, dans le 18e. Et on faisait du basket fauteuil, du handball, du baseball, on faisait du rugby fauteuil, on faisait tous les sports possibles. Ah oui, okay. Et même du volley en fauteuil. C'était super, quoi. J'ai encore des souvenirs où on faisait du volley en fauteuil alors que ça n'existe même pas, quoi. On fait du volley assis. Et du coup, mes profs étaient super parce qu'ils adaptaient tout et on faisait tous les sports et j'en ai un super souvenir. Et moi, c'est exactement pareil. J'allais dire la même chose. Moi, j'étais au lycée Toulouse-Lautrec à Vaucresson. Et pareil, en EPS, tu avais la possibilité de tester tous les sports qui existaient. Et même adapter du saut en longueur et du saut en hauteur en fauteuil. Et ça, c'est assez surprenant et je trouve ça chouette qu'il y ait des cours d'EPS et qu'ils soient adaptés, qu'on puisse les faire. Il y avait même des personnes valides qui en faisaient avec nous et tu avais vraiment cette inclusion, cette mixité d'en faire tous ensemble qui était trop chouette. Et un souvenir un peu moins sympa du basket, par contre, que j'ai essayé. Oh, les problèmes commencent. Parce que, faut le dire, j'étais une victime, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'avais le ballon, j'étais une cible pour les gens qui avaient le ballon. Et même une fois où c'était des copains,
je sais pas si on peut vraiment appeler ça des copains maintenant, mais où ils me fonçaient dessus, ils m'enlevaient carrément la roue et ils Carrément. repartaient avec ma roue. Ah ouais, non, mais ça, c'est de l'anti-jeu, là. Il n'y a pas ça au basket, normalement. Tu sais, c'est interdit, hein, on n'a pas le droit de le faire. Il repartait avec ma roue. C'est Quelle ça. angoisse. Donc voilà, je veux bien retester le basket cet après-midi. Ah, bah super. Tu vois, ça, C'est une bonne la première chose que tu nous as proposé d'ailleurs en arrivant. Exactement. Ouais. Moi, je propose toujours à mes invités de faire du basket fauteuil. On a souvent des étudiants aussi qui viennent me voir pour faire des stages, pour répondre à des questions. Et je leur dis, à une seule condition, c'est quand vous venez ici, vous vous mettez sur les fauteuils, vous essayez, vous participez. Et il y avait un sens au début quand j'ai créé l'association. Parce qu'au début, ils étaient 2, 3, les jeunes, ils n'étaient pas beaucoup. Du coup, quand je recevais du monde, c'était aussi l'objectif d'avoir un peu plus de monde. Et du coup, ils pouvaient faire des matchs et jouer. Donc ça avait un vrai sens Ouais, bien sûr. d'inviter les personnes et de leur dire, voilà, venez, mais il faut participer, il faut jouer. Et du coup, les jeunes étaient super contents. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est une quarantaine, donc c'est un peu plus dur de les faire participer, mais au moins l'initiation, c'est important. Ah bah ouais, non, mais c'est clair. Puis ça permet aussi de mieux te rendre compte, même ne serait-ce que pour l'éveil. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2-3 semaines, où tu nous as proposé, j'étais avec un ami, de nous mettre dans le fauteuil et de jouer avec les loisirs. On est resté 1h30, on a passé notre meilleur après-midi. Enfin, Ils ont plus lâché les c'était fauteuils. Ils ont fait un match et tout, ils se sont bien donnés, Ouais. ils étaient en sueur à la fin. donc- il y en a un qui était meilleur que moi. Mais bon, bref. Voilà. Mais c'est impressionnant ce que tu as réussi à créer parce que là, en arrivant, de voir les dizaines de fauteuils de sport qui sont à disposition, le gymnase qui est incroyable, enfin, c'est trop chouette d'avoir réussi à mettre tout ça en place. Ouais, complètement. C'est vrai qu'au départ, on a commencé, il y avait deux licenciés, c'était Lamine et Manel, au gymnase des Fillettes qui est juste en face. Donc on était 3 à l'entraînement. Ça te gêne ou pas là Écoute, ça fera partie de l'ambiance du podcast, en vrai. Sinon, Mathias, ça te dérange d'aller sur l'autre panier vu que ça résonne énormément, s'il te plaît? Désolé, Mathieu. Désolé, hein, c'est la L'enfer. faute de Clément, tu pourras. C'est clair, je vais m'en prendre une à la fin. Ça va rester dans le podcast. Évidemment, ça sera absolument pas coupé. Et du coup, voilà, on n'était que 3 au début et petit à petit, le nombre de licenciés a augmenté. C'est que ça a plu et surtout, ça a surtout répondu à un vrai manque. Parce que c'est pas normal que dans tout l'Est parisien, il n'y a pas un club de basket fauteuil ou même de rugby fauteuil ou un sport co. Alors que Ouais. le sport co, je trouve que c'est très important quand on est en situation de handicap. J'ai parlé de ma première expérience dans le sport, mais de Ouais, ma c'était un première sport co. association dans un club. Ce qui était intéressant, c'est que quand je suis arrivé dans un club la première fois, j'ai vu des sportifs tomber de leur fauteuil, se relever, et voilà, et c'est normal. Tout ça, ça m'a impressionné. Je me dis, si eux ils sont capables de le faire, moi aussi je suis capable de le faire, et du coup, forcément, ça te stimule à te dépasser. Tu vois aussi pendant les matchs, certains joueurs arriver avec leur famille, avec des enfants. Tu dis, en fait, c'est pas grave d'être handicapé. Tu peux faire plein de choses, tu peux avoir une vie de famille, tu peux avoir une vie professionnelle. Et tu relativises énormément beaucoup parce que tu te rends compte qu'il y a des handicaps qui sont beaucoup plus lourds que les tiens. Et du coup, tu dis, en fait, je suis pas si handicapé que ça. Donc, je peux faire plein de choses et avancer. Ouais, carrément. Mais moi, j'ai ressenti un peu la même chose aussi. Je faisais du tennis fauteuil à Antony. Et ouais, très chouette dans le club, une mixité où il y avait aussi des personnes tétra qui faisaient du tennis et où tu dis, ok, s'ils y arrivent, en fait, ils s'accrochaient la raquette avec une bande à la main pour être vraiment solidaires. Ouais. Et ils arrivaient à faire leurs déplacements, à se remettre où il fallait, à taper dans la balle plus fort que moi. Et j'étais là, ok, en fait, s'ils y arrivent, moi aussi. Et il y a tout un partage et une entraide, même en dehors du sport, où on crée vachement de liens. Et ouais, je trouve que c'est chouette. C'est chouette ce qui se crée. Et c'est vrai que moi, je sais pas si c'était comme ça pour toi au début, mais moi, quand j'étais petite, je suis en fauteuil depuis l'âge de 4 ans. Et j'avais un peu de mal à accepter le handicap. J'avais pas forcément envie de traîner avec des gens en fauteuil. J'avais pas envie d'être associée au monde du handicap et d'être stigmatisée en me disant parce que je suis en fauteuil, il faut que je sois qu'avec des gens en fauteuil. Et finalement, c'est quelque chose qui a pas mal évolué. Et avec le sport, je trouve que ça permet aussi justement de se dire en fait... ces préjugés, ils étaient un peu nuls et c'est trop cool de pouvoir faire du sport avec des gens qui ont le même handicap que nous et on n'a pas tous le même handicap exactement, mais en tout cas, on arrive à s'adapter et à jouer tous ensemble et à accepter plus facilement aussi les choses
c'est des moments qui sont chouettes. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai une maladie plus petite, donc j'ai eu 1 an. Donc en fait, je suis en fauteuil ou en béquille depuis tout petit, donc j'ai jamais vraiment marché. Donc je saurais pas dire s'il y avait Un déclencheur. un déclencheur où ça me gênait. Après, c'est vrai que à partir de l'adolescence, là justement, ça a été plus dur. Où justement, je voulais pas traîner avec d'autres personnes en fauteuil. Je vais être dans mon coin. Ouais, je voulais une pas. réaction un peu épidermique. Ouais, exactement. On voulait pas être assimilé à. Après, en grandissant, comme tu dis, on fait plus attention et on se rend compte qu'en fait, on est pareil, quoi. Il n'y a pas de différence. Et même des fois, on rigole plus avec ceux qui sont comme nous parce qu'on va pouvoir se dire des blagues un peu entre nous qu'on va pas pouvoir se dire avec des mecs debout qui vont pas comprendre, quoi. Donc, Et c'est vrai, il y a un vrai humour noir qui est très drôle et où les gens ne s'imaginent pas les dingueries qu'on peut se balancer. C'est clair. Moi, quand je suis avec mes potes en fauteuil et je vois un mec qui est en béquille, qui marche et qui boite, je dis putain, mais il pourrait acheter un fauteuil, quoi. Il est en train de nous faire la honte, là. Il est en train de boiter comme ça, là, à droite, à gauche, mais putain, on va lui acheter un fauteuil, c'est pas possible, quoi. Tu sais, on est entre nous comme ça. Je dis, mais ce serait pour nous le fauteuil, même si les gens le voient comme une difficulté, pour nous c'est plus simple, au contraire, parce que ça roule tout Bien seul. sûr. Et tu vas marcher comme ça, en train de boiter, tu dis bon, voilà, c'est peut-être, tu te sens Exactement. plus valide. Il est En galère, fait, frère. pas du tout, quoi. Esthétiquement, c'est moche, quoi. Donc, voilà, petite anecdote. Hein. Tous ceux en béquille, ils vont m'haïr maintenant. Non, mais du coup aussi, il y avait un truc que j'ai marqué, mais vous étiez tous les deux dans un REA, c'est ça, dans un établissement régional d'enseignement adapté, non? C'est ça, ouais. Ça s'appelle comme ça, maintenant, REA en tout cas. Toulouse-Lautrec. Ouais, Toi, ça c'était Toulouse-Lautrec. Moi, non, parce que je crois que c'est REA, c'est que pour quand il y a un lycée, non? Peut-être. Je sais pas. Moi, c'était plus, ils appellent ça Non, il y a pas de- Ulysse, ils appellent ça Ulysse, peut-être. Ok. Section Ulysse. Maintenant, il y en a presque plus. Parce que maintenant, avec l'inclusion, tout est, je dis pas plus simple, mais on va dire il n'y a plus ce côté où on se retrouve, on est tous dans une même école. Ce qui est bien, en même temps, c'est pas forcément bien. Parce que je dis souvent, l'inclusion, moi je dis souvent l'inclusion, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Parce que nous, on sait qu'on est normal. Moi, je sais que je suis normal, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire, bah viens, on va t'intégrer. Vous savez, quand j'étais petit, on était 10 par classe, on faisait plein de sports, on allait en classe de neige, en classe de mer, on allait aussi même à Porte de la Villette faire du poney, du cheval. Chez moi, l'inclusion, vous me laissez tranquille, me retrouver à 30 par classe, de ne pas pouvoir faire autant d'activités, pas autant de faire de classes de mer ou de neige. Voilà, donc c'est pas forcément pour moi. Donc justement, c'est pour les autres, parce que c'est important qu'ils comprennent qu'on existe, qu'on a nos difficultés, et qu'ils voient qu'il faut adapter l'environnement, parce que sinon, on peut pas. Tout à l'heure, j'ai noté, Charlotte, que tu avais dit que en gros tu te faisais, alors, je dis peut-être mal, mais en gros bolos parfois. C'est bien ça. Non, je sais pas comment ça se passait. Est-ce que vous étiez quand même malgré tout bien entendu, vous avez expérimenté je sais pas, peut-être des réflexions validistes, alors qui sont probablement toujours d'actualité malheureusement. Comment vous avez vécu ça, le côté où il y a parfois beaucoup trop d'empathie par rapport à ce que vous êtes réellement, à ce que vous ressentez? Là-dessus, justement, quand je reprends l'histoire où je disais que je me faisais vicose, mais justement, c'est quelque chose qui est positif parce que en fait, c'était fait avec humour, c'était avec des copains, et je pense que justement, des gens qui sont mal à l'aise vis-à-vis du handicap ne se seraient jamais permis de faire des choses comme ça, mais justement, on en rigole et en vrai, c'était très drôle. Hein. Mais oui, il y a quand même une gêne et où je pense que pour faire évoluer les choses, il faut... moi, je fais beaucoup passer les messages avec humour et c'est un truc aussi que je partage avec pas mal de personnes qui sont en situation de handicap depuis peu de temps, où de garder le sourire, en fait, et d'être plutôt solaire et ça va faire en sorte que les gens viennent à toi, que les relations vont bien se passer, les gens vont t'aider si t'en as besoin, si tu n'as pas besoin d'aide, tu les remercies avec un sourire, ça s'entend, mais en tout cas, moi j'ai jamais vraiment eu de difficulté finalement avec les personnes valides parce que je pense que c'est aussi ce que j'ai construit depuis que je suis petite, où je souris tout le temps, où j'essaye d'instaurer un climat qui est chouette et donc les gens sont hyper avenants, hyper bienveillants. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre parfois quand les personnes me disent que pour elles, à l'inverse, ça se passe jamais bien, que les gens leur parlent toujours avec beaucoup de condescendance, voire du mépris. Moi, je me sens pas du tout concernée, en tout cas. Et par contre, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire pour faire prendre conscience les gens de ce qui se fait, ce qui se fait pas. On pousse pas un fauteuil comme un chariot sans demander l'avis de la personne. Mais c'est des choses où les gens ne savent pas. En fait, ils sont toujours un peu mal à l'aise parce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est juste de la pédagogie, et d'expliquer des choses. Et pour moi, c'est vrai que tu le disais, même à l'école, ce serait chouette
ce serait chouette que là, il y a les enfants qui viennent s'essayer au basket. Et pour moi, ça devrait être le cas dans toutes les classes, d'être sensibilisés au handicap de manière générale et même aux différences qu'on peut avoir les uns avec les autres, sans même parler de handicap. Moi, je dis souvent, les gens qui sont autour du handicap, qui travaillent, souvent sont bienveillants. Ils le font par choix, donc ils ont envie d'aider, ils ont envie d'accompagner, donc on est souvent bien entouré. Moi, quand j'étais jeune, j'étais bien entouré, ils avaient vraiment envie de m'aider. Après, je me suis forcément rendu compte petit à petit que j'étais autonome, je pouvais faire des choses tout seul. Et la première difficulté, ça a été mon père. Parce que mon père, il voulait toujours m'aider, me tenir la porte, me porter mon sac. Si on allait dans un magasin, lui, il me disait « T'es handicapé, vas-y, passe devant. » Des fois, ça me gênait presque. Mais toi, tu peux pas. Et ça, c'était déjà d'abord avec mon père. Après, avec les gens, comme tu disais, il faut pas. Les gens sont quand même gentils. Et bien sûr, il ne faut pas aller de l'avant et aider les personnes sans demander. Ça, je pense que c'est pas. Après, les difficultés que moi je vais pouvoir avoir, c'est avec quand je prends l'avion. L'avion, c'est compliqué parce que chaque compagnie a un peu ses règles et souvent on va imposer un peu une manière de faire. Par exemple, moi, quand j'arrive devant le check-in, donc je m'enregistre et je leur dis voilà, moi j'ai besoin d'assistance, d'aide, de la porte d'embarquement à ma place parce que c'est pas possible de le faire tout seul parce que mon fauteuil peut pas passer. Dans les rangées, il faut mettre le fauteuil en bas. Ok. Avec certaines compagnies, avec certaines personnes, ça se passe super bien, pas de souci, on prévient l'assistance directement. Ouais, ils sont là pour ça. Avec d'autres compagnies, c'est compliqué. Ah non, vous pouvez pas y aller tout seul, jusqu'à la porte d'embarquement, obligé d'aller dans une zone, ils appellent ça une zone d'attente, un peu. Je dis mais moi j'ai pas envie d'attendre dans une zone d'attente, j'ai envie d'être libre de faire ce que je veux. Si je vais aller fumer, je fume. Si je vais aller manger, je vais manger. Si je vais m'acheter des trucs en duty free parce que souvent quand on est dans cette zone d'attente, l'assistance t'attrape au dernier moment et te ramène devant la porte d'embarquement. Donc t'as pas eu le temps de voir. Okay. Je dis ouais mais ils vont vous aider pour passer devant. Je dis vous inquiétez pas, je suis en fauteuil, je passe devant tout le monde. Il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, quand je suis pressé, je passe toujours devant tout le monde. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai pas de gêne à dire que je suis handicapé parce que ça se voit, donc c'est beaucoup plus simple. Et souvent les gens qui sont devant moi, ils sont même mal à l'aise de pas me laisser passer, donc ils sont toujours en train de se retourner. Vous voulez passer, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, j'ai eu des difficultés par rapport à ça. Ou alors souvent, quand je suis avec ma femme, je parle à quelqu'un et la personne ne me répond à moi, elle répond à ma femme. D'accord. Ça c'est frustrant. Ça c'est frustrant. Et du coup, je vais leur dire, mais ma femme, elle est sourde et muette, elle peut pas vous répondre, donc parle avec moi. C'est infantilisant. Enfin, je sais pas comment dire ça. Oui, voilà, exactement. Donc c'est les difficultés que je vais avoir. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Ouais, mais je partage le fait que quand tu es avec quelqu'un, généralement la personne va s'adresser plutôt à la personne valide qui est avec toi plutôt qu'avec toi, en se disant mais du coup tu te dis mais c'est parce que je suis en fauteuil, elle est mal à l'aise ou elle pense que je vais pas comprendre. C'est vrai que c'est étrange cette façon de faire. Et à l'inverse, par contre, des gens en fauteuil vont plus facilement s'adresser à moi que la personne qui m'accompagne. Il y a des réactions parfois un peu surprenantes. Ouais, du coup, toi, ta stratégie, c'est de dire bon, bah non, mais ma femme peut pas vous répondre. J'en joue un petit peu. Après, là, ça peut être marrant, mais c'est vrai qu'en soirée, ça m'est déjà arrivé où des fois, les gens sont, vu qu'ils ont un peu bu, sont un peu mal à l'aise, un peu maladroits. Ouais, maladroits, ouais. Okay. Et, tu vois, ils vont dire à ma femme, c'est bien qu'elle soit avec moi, tu vois, c'est du courage, un truc comme ça, quoi. Je dis mais oh. On va où comme ça? Ouais, moi aussi en soirée, les gens ils viennent me voir avec des verres, ils me disent vas-y bois pour oublier. Je suis là, mais j'ai pas besoin d'oublier en fait, tout va bien. Oh waouh! Ouais, des fois les gens sont sans filtre en soirée et des fois on est surprise. Est-ce que vous êtes partant pour un petit quiz? Ça va pas être trop long. Il y a là. 6 petites questions je veux bien. sur le sport et le parasport. Après il n'y a pas de mauvaise réponse. Très bon. Hein, moi, Sofiane, je compte sur toi. Non, j'ai essayé de mélanger un petit peu tout. Déjà, est-ce que vous savez combien de médailles la France a remporté lors des Jeux paralympiques de Paris 2024? Ça peut être une fourchette plus ou moins grande, hein, mais de médailles en tout. En tout, 56. Ok, Charlotte. 56. Non, j'ai dit vraiment. Un peu plus. C'est un peu plus. C'est combien? C'est 75. Ah, 75. Ah oui, quand même. Beaucoup plus même. 19 en or, 28 en bronze et en argent. Top 8, du coup, à 8e. Et je crois que c'est le meilleur résultat depuis Sydney en 2000, où il y avait 86 médailles. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information.
D'accord, non, mais Ok. je prends note. C'est 75, c'est ça 75, ouais. 75, d'accord. Ok. Ouais. Et des médailles d'or, combien contre- par rapport à d'autres années J'ai pas le détail de toutes Ah les bah médailles. voilà. Bah, si. Le quiz, alors- ça marche que dans un sens. Attends. Non, mais Sydney 2000, 86 médailles, il y en avait 30 en or. Là, il y en a eu 19. Donc je pense D'accord. que c'est Ah ouais, ça... peut-être la deuxième meilleure édition pour la France. Après, je crois pas avoir vu une médaille de l'équipe de France de basket. De basket, non, pas du tout. Bah, je rigole. Tu vois, par rapport à Sydney, justement, on a senti que les autres nations ont vraiment mis les moyens et aidé de plus en plus les athlètes, ce que nous, en France, on a eu du mal à faire. Cette année, il y a eu les Jeux à domicile, donc forcément, les athlètes ont été plus aidés, et encore, pas tous. Et ça a été un vrai problème. Souvent, nous, dans le sport co, on le disait, on ne peut pas rivaliser contre des athlètes qui sont professionnels, qui sont accompagnés, aidés, alors que nous, on n'est pas du tout aidés, quoi. C'est, ok, on est défrayés, on nous paye l'hôtel, mais quand, par exemple, l'année dernière et cette année, on a été absent du domicile pendant plus de 90 jours, 90 jours, c'est un manque à gagner. Donc, quand tu as une vie de famille, là, on l'a fait parce que c'est les Jeux, mais on ne le fait pas tous les ans. Et il y a une échéance. L'année prochaine, il y a le championnat d'Europe, ensuite, il y a le championnat du monde, ensuite, il y a le championnat d'Europe, et ensuite, il y a les Jeux. Et les Jeux, ça ne se prépare pas l'année. Voilà, ça se prépare 2-3 ans, 4 ans avant. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de rivaliser. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas fait de médaille, mais c'était quand même exceptionnel qu'on se soit qualifié, parce que les 8 premiers, c'était dur, on n'y croyait pas. Et Franchement, puis, c'est en fait, vraiment- même en tant que payot, vous n'aviez pas eu de Non. dérogation. Non, Je me pas rappelle, du vous tout, étiez ouais. passé par un tournoi de qualification à Antibes. Enfin bref, ouais. Ouais, Sacrée aventure quand même. exactement. Donc, ouais, j'avoue. Est-ce que vous savez quel est l'athlète, donc masculin ou féminin, français ou française, la plus médaillée de l'histoire des Jeux paralympiques d'hiver? Je crois. C'est une nageuse? Non. D'hiver, pardon, ouais, excuse-moi. Ah, pardon, d'hiver. Ouais, pardon. non, mais pas de Enfin, souci. nageuse. Je crois qu'elle a 30 ans, il me semble. Elle 30 a arrêté ans sa carrière assez récemment. D'accord. Et elle a le même nom de famille qui s'écrit différemment qu'un skieur qui défonce tout en paraski alpin en ce moment. J'aurais tellement dû réviser avant de dire. Je crois que mon C'est micro est l'enfer. coupé, c'est pour ça que je réponds pas tout à l'heure. Non, c'est Marie Bochet. Je sais pas Ah, si son Marie nom. Bochet, ouais, oui, si si, on en ouais. parle. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, elle a 8 médailles d'or, une en argent en 2022 sur le Super G. Donc Ah ouais, quand même. la plus médaillée de l'histoire, ouais, pour la France aux Jeux d'hiver. En quelle année l'équipe de France de basket fauteuil Là, t'inquiète pas, après il y a des questions qui sont un peu moins ciblées, Charlotte, je te rassure. En quelle année l'équipe de France de basket a gagné sa seule et unique médaille d'or dans des Jeux paralympiques? 1990. C'est 1984. Ah, Par contre, il y a eu 3 médailles de 84, bronze. parce que c'était il y a 20. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Le titre en 84 et 3 D'accord. médailles de bronze en 76, 88, 92. D'accord. Non, mais Donc, la ouais. pression pour Sofiane, je peux pas l'aider et le pauvre, il doit être tout seul pour répondre. On va les refaire, les C'est pour ça. Attends, on va switcher. Là, je vais... 1984, oui, tu as raison. 90, c'était en Coupe du Monde, peut-être. Ah, c'était la Coupe du Monde, Ouais. c'est possible. Ouais, je- c'est ça. ouais. Pour sa championnat du monde, pardon. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Question plus large, on va dézoomer un peu. En France, chez l'ensemble des personnes âgées de 15-64 ans, 70% déclarent pratiquer une activité sportive régulière, donc une fois par semaine. Quel est ce pourcentage pour les personnes en situation de handicap, elles aussi dans la même fourchette, de 15 à 64 ans? T'as dit combien pour les 70% chez l'ensemble des personnes âgées de 15 à 64 ans déclarent pratiquer une activité sportive régulière, donc c'est ça, c'est une fois par semaine environ. Et juste le pourcentage pour les personnes en situation de handicap, sur la même tranche d'âge, à votre avis, c'est à peu près combien? Moi je dirais 30%. Peut-être un peu moins 25. Ouais, peut-être moins même. Non, un petit peu plus, 43 en l'occurrence, selon un rapport de l'INGEP là, sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap qui date d'octobre 2024. Ouais, vous connaissez quand même beaucoup de gens, vous qui, en l'occurrence, Mathias c'est un bon exemple, mais de gens qui sont en situation de handicap autour de vous et qui pratiquent une activité où je sais pas, cette réalité du moins d'une personne sur deux, elle vous marque aussi pas forcément. Toi t'es biaisé parce que t'es entouré de Je sportifs. suis entouré de sportifs, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, là, le seul club de l'Est parisien, il est dans le 18e. C'est-à-dire que tous les gens qui habitent dans le 13e, dans le 94, dans le 91 même, comment ils font? Ils vont pas venir jusqu'ici. Dans le 15e, il y a un autre club. C'est pareil, quoi. Ceux peut-être du 80, en fond du 92, ils vont pas venir parce que ça fait trop loin, les transports. Donc c'est pour ça que j'ai dit 25%, parce que pour moi, la vraie difficulté, c'est souvent pas forcément l'envie de faire du sport, Ouais, bien sûr, mais c'est d'accéder Complètement.
à la salle, accéder à des lieux accessibles. Déjà, il faut que le lieu soit accessible, il faut pouvoir y accéder par les moyens de transport ou alors avoir la voiture. Bon, c'est plus ça en province qu'à Paris, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un vrai problème d'avoir accès en termes de mobilité pour pouvoir y aller. Et aussi, il y a les horaires. Enfin, moi, je sais que c'est compliqué de trouver aussi des clubs où je peux y aller après le travail. Parce que la plupart des horaires qui sont ouverts pendant les clubs, c'est les horaires que les personnes valides ne veulent pas faire. Exactement. Et donc, c'est en pleine journée où c'est compliqué d'allier ça au fait qu'on travaille. Mais donc, moi, je pense qu'autour de moi, il y a moins d'une personne sur deux qui fait du sport. Ok. Ouais, non, mais ça me fait penser au programme club inclusif du comité paralympique qui ont mis ça en place, je crois, il y a quelques années. L'idée, c'est de communiquer en tout cas un peu plus sur l'HandiGuide, sur savoir un peu quel club est accessible près de chez soi, etc. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Ils veulent qui est relancer, là, ils déterminé. vont relancer pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça, le programme continue. Je sais plus exactement à combien de clubs ils en sont, mais ça augmente et c'est que du positif, hein, clairement. Ouais, c'est chouette. En fait, la communication, c'est de se dire, t'as peut-être pas envie de faire ce sport, mais peut-être ce sport, il peut t'apporter à avoir une médaille dans quelques années. Donc en fait, c'est comme il y a assez de place, justement, parce qu'il n'y a pas assez de personnes en situation de handicap qui vont faire tel ou tel sport, de pouvoir trouver des talents comme Ouais. ça. C'est vrai que oui, il y a aussi une recherche dans le haut niveau, tu veux dire. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en loisir, effectivement, déjà développer la base pour ensuite avoir des champions, c'est sûr que c'est un peu la clé du succès, hein, pas se mentir. Avant-dernière question, quel est le nombre de personnes en situation de handicap en France en 2021 ? Alors, je ne crois pas avoir retrouvé de données plus récentes, mais voilà, 2021 à peu près, si vous avez une idée. Après, ça dépend aussi du handicap déclaré ou non, donc ça peut être pareil, une fourchette. Je sais qu'il y a 1,4 million de personnes à mobilité réduite. Ok. Et donc après, si tu comptes les personnes avec un handicap moteur, enfin un handicap mental en plus, 2-3 millions. on a 6 millions, je crois que c'est 10% de la population. C'est exactement, je crois que c'est ça. 14% des personnes de 15 ans ou plus vivant à domicile en France, soit 7,7 millions de personnes sont handicapées, que ce soit au titre d'une limitation sensorielle, physique ou cognitive sévère, ou bien au titre d'une forte restriction plus globale dans les activités de la vie quotidienne. Alors après, c'est pareil, le chiffre dépend entre si ton handicap est déclaré, etc. Et je crois que la fourchette, elle se situe entre du coup 7,7 et quasiment 11-12 millions. Voilà, c'est Mais il y en a quand même, plus qu'avant, parce qu'il y a plus de handicaps qui sont détectés, entre guillemets, Détectés, ou identifiés déclarés. aussi, alors qu'avant, il y avait des handicaps qui n'avaient pas de nom. Quand on a des troubles, souvent, chez les petits, des troubles... Autistiques, 10, etc. ouais, bien sûr, exactement. Et dernière petite question, quelle est la différence entre les termes de parasport et de handisport ? Ça, c'est la confusion que nous, les premiers en journalistes, on en a fait beaucoup pendant les Jeux paralympiques et même avant. Donc, Je dirais que je préfère parasport. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut être handicapé pour faire du sport. Alors que handisport, ça vient du mot handi, et du coup handi, sport, donc forcément il faut être handicapé pour faire du sport. Alors que maintenant on sait que le handicap, c'est un mot qui veut tout et rien dire, donc c'est compliqué. Donc parasport, je dirais, parce que ça vient du latin, ça veut dire à côté du sport, donc c'est peut-être plus sympa d'utiliser le parasport que handisport. Ok, écoute, je ne savais pas l'étymologie. c'est Hyper intéressant, je savais pas du tout que ça venait de là. Ok. Mais même au-delà de ça, moi je savais même pas que... Enfin, en réalité, je pensais que assez peu de gens utilisaient le terme de parasport. Finalement, c'est relativement nouveau. Après, j'avais un peu ce sentiment-là. Et effectivement, du coup, pour vous donner quand même la réponse, parasport, c'est le terme générique pour désigner l'ensemble des sports pratiqués par les personnes en situation de handicap. Et le terme handisport, ça désigne surtout la fédération sportive, la Fédération française handisport, et toutes les disciplines qu'elle propose. Donc c'est un peu plus ciblé, alors là où le parasport est beaucoup plus large. Et voilà, c'est fini pour ce petit quiz. Mais il est tellement nul. Je te jure, Et non, il va mais- le couper au montage. Est-ce qu'on peut la refaire maintenant qu'on a les réponses? L'athlète française médaillée aux Jeux d'hiver. Marie Baucher. Oh, bravo. J'allais le dire, il était... Les On meilleurs gardera tricheurs. cette c'est ça. réponse. Non, pour remonter un petit peu le cours de votre vie et de votre relation avec le sport toujours. Je sais pas, toi Sofiane, est-ce que tu te rappelles à quel moment tu t'es dit que
que tu voulais faire déjà du basket fauteuil et du basket fauteuil ton métier. Enfin, je sais pas si exactement tu as eu cette transition-là dans ta tête, tu t'es dit mais en fait je me vois nulle part ailleurs et c'est là-dedans que je veux percer. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais... En fait, je crois que mon prof de sport nous avait emmené voir un match de basket de l'équipe de France. Je sais plus comment, quoi, pendant quel... Et ça m'avait énormément marqué l'intensité, aussi l'organisation. Parce que le basket fauteuil est très bien organisé, parce qu'il y a vraiment des instances qui gèrent tout ça très bien. Donc, c'était à Paris, ouais. C'était à Paris. Ouais. Et du coup, j'ai été impressionné par le niveau et par toute cette organisation. Du coup, je me suis renseigné pour essayer d'intégrer un club. Du coup, le seul club dans Paris, c'était 15e de Capsad. Et c'est vrai que j'ai galéré tout de suite parce que c'est pas accessible. Donc forcément, moi j'habite dans le 18e et aller dans le 15e, c'était compliqué. Du coup, il fallait traverser tout Paris. Donc j'ai dû attendre mes 18 ans pour passer mon permis, avoir une voiture et intégrer ce club. Ok, ouais, donc tu avais déjà une grosse motivation. Voilà, quoi. J'ai une grosse motivation, mais après c'était juste par plaisir au départ parce que c'est vrai qu'avant d'essayer de trouver ce club, à dire vrai, en fait, je m'entraînais déjà en bas de chez moi avec mon fauteuil de ville et un ballon. Et en fait, Riyad m'a vu en train de jouer et m'a proposé de venir dans son club. Ok. Donc, tu vois, ça a commencé comme ça. Et du coup, après, j'ai laissé passer des années parce que j'étais tout petit. Et après, j'ai intégré ce club. Je suis resté 2 ans. Et là, j'ai appris qu'il y avait une grosse organisation. Parce qu'il y a plusieurs clubs en France, plusieurs divisions, une équipe de France. Et après, voilà, en faisant des club par club, je me suis dit, bon, ça c'est sûr, c'est ce que je vais faire. Et surtout, le basket fauteuil, ça m'a toujours permis de montrer et démontrer ce que je suis capable de faire. Et que même si je suis en situation de handicap, je peux faire certaines choses que même une personne valide, si elle se met sur un fauteuil, elle ne peut pas faire. Ça, pour moi, c'était important de démontrer. Bien sûr. Pour ça, souvent, quand on me dit, mais c'est pas normal que les paniers soient à la même hauteur. Pour moi, c'était important que ça soit à la même hauteur. Si on devait descendre les paniers, je n'aurais pas fait ce sport. J'aurais fait un sport qui soit pareil qu'un sport valide, parce que pour pouvoir démontrer. Et pour moi, c'était important quand j'étais petit de pouvoir toujours dire je peux faire plus, voire mieux. Ah, tu réfutais un peu l'adaptation. Ah ouais, moi je voulais les mêmes règles. Ah, moi je voulais les mêmes règles. Hein. C'était vraiment aucune adaptation, sinon j'aurais pas fait ce sport. J'aurais fait un autre sport. Pour moi, c'était important de pouvoir montrer. Et c'est vrai que, et en plus à l'époque, les personnes même avec un handicap minimum, c'est-à-dire qu'une personne qui marche, qui a un problème au genou, peut faire du basket fauteuil, même à haut niveau, même en Coupe d'Europe. Là maintenant, ça a un peu changé. Je trouve ça vraiment dommage qu'une personne qui a un handicap minimum ne peut pas participer. Et du coup, c'est même un peu contradictoire parce que du coup, il y a beaucoup de personnes. On a un jeune aussi ici qui s'appelle Fayad, qui a un handicap au niveau tout ce qui est au niveau de l'estomac. Donc, il ne peut pas faire de sport à haut niveau. Donc, il fait du basket fauteuil, mais il n'a pas le droit de jouer en club avec nous parce qu'il n'est pas classifié. C'est pas un handicap moteur reconnu par les instances. Donc, c'est toujours un peu délicat. Okay. S'il veut faire de la compétition, c'est mort. Quoi. Voilà, il peut jouer qu'en loisir. Voilà, okay. Il peut jouer, mais il sera considéré comme un 5 points, comme un valide. D'accord, ok. Et pas comme une personne handi. Et t'en as énormément. En même temps, toi, tu fais la taille d'une personne valide en étant assis, donc c'est facile de dire que tu veux les paniers à la même hauteur que les autres. La taille du micro, on dit long déjà. Le micro est à 1 mètre de hauteur. Non, mais ouais, parce que je me pose aussi la question sur la professionnalisation en tant que telle. Donc en France, pour le rappeler quand même, c'est pas le cas. Il y a très peu, voire pas du tout, de joueurs en basket fauteuil qui sont pros. Là où du coup, tu as eu d'autres expériences à l'étranger, notamment en Italie, je sais qu'on en avait parlé, où là, en l'occurrence, le circuit est un peu plus professionnalisé, on va dire. Quel est ton regard plutôt sur l'évolution justement du basket fauteuil en France par rapport à ces pays-là? Et est-ce que du coup, il y a quand même une marge de progression qui est possible vers cette professionnalisation, ou au contraire, tu n'y crois pas du tout? Je l'ai dit tout à l'heure, à partir de Sydney, on sent que les autres nations ont mis les moyens. En Italie, par exemple, il y a une fédé propre au basket fauteuil qui s'est développée. Et forcément, c'est plus simple. C'est plus simple parce que tu défends un unique sport, donc tu trouves plus facilement des financements. Tu vas aussi plus facilement vendre ton sport aux médias. Donc, et du coup, ça marche parce qu'en Italie, même les matchs de finale, à partir de demi-finale, de finale, de play-off, sont rediffusés sur iSport en direct, ce qu'on ne verra jamais en France. Et c'est vrai qu'on est un peu en retard en France. Pourquoi ? Parce qu'on dépend de la Fédé Handisport. La Fédé Handisport qui fait du bon boulot quand même parce qu'il veut essayer de développer le parasport, le handisport, mais souvent ne met pas assez en avant ses athlètes. Ce qu'a fait Paris 2024 en 4 ans, on me dira ils ont plus de moyens, ok, mais ils ont réussi à faire des choses énormes. Ils ont mis en avant les athlètes comme jamais personne l'avait fait avant.
Moi, on m'a jamais autant sollicité. C'est même comme ça qu'on s'est croisés, qu'on s'est rencontrés. Et c'est là où il faut qu'on travaille. Il faut que la Fédé travaille là-dessus pour qu'il y ait une vraie relation entre les médias et la Fédé et mettre en avant les athlètes. C'est important. Donc j'espère que ça va évoluer. Là, il y a eu un avant et après JO. Donc j'espère que l'après JO, ça va booster et ça va faire prendre des consciences. Comme tu le sais, j'essaie de me présenter au conseil d'administration de la Fédération handisport. Bon, ça n'a pas marché, j'ai pas été élu. Tant pis, après c'était une bonne expérience. J'ai vu un peu comment ça se déroule. Je sais que dans 4 ans, je serai mieux préparé. Mais ce serait intéressant que j'ai pu échanger avec les différents candidats et apporter mes soucis. Et je pense que l'écoute qu'ils m'ont donnée n'aurait pas été la même après les élections. Donc là, l'écoute, elle était importante parce que du coup, tout le monde essayait de comprendre un petit peu les vrais problèmes et essayer de comprendre comment on peut travailler ensemble. Du coup, j'ai pu un peu parler de tout ça et j'espère que le nouveau président va prendre conscience. Ouais, un collègue du CSI Foot, Gaël Rivière, sa liste qui a gagné. Exactement. Et qui vient d'un sport co, donc c'est intéressant aussi même pour le basket, parce qu'eux, ils étaient dans la même difficulté que nous, n'étant pas sur la liste haute performance. Du coup, ils n'ont pas eu du tout d'aide de l'ANS ou de la Fédé handisport pendant ces 2-3 ans des Jeux. Et même après les Jeux, même pendant les Jeux, on n'a rien eu, on n'a pas eu d'aide. Donc du coup, lui, il est conscient de ça parce qu'il est dans la même difficulté. Parce qu'aujourd'hui, la question très basique, mais j'avoue, je pense te l'avoir jamais posée, mais c'est tes partenariats qui te font vivre. Comment ça se passe ? Partenariat et aussi mon travail, Okay. les interventions que je peux faire dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les entreprises aussi, qui me permettent de m'aider. Après, c'est vrai que dans mon club à Meaux, je suis un peu accompagné, forcément, je suis aidé un petit peu, mais c'est pas ça qui me permet de vivre en plus à Paris, quoi. La double peine. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est compliqué, mais j'espère que ça va avancer et bouger. Surtout que les jeux ont montré que si on met les moyens, si les médias jouent le jeu, on arrive à remplir Bercy. On a rempli Bercy à tous les matchs. C'était incroyable, franchement, mais tous les stades étaient remplis partout, et c'était vraiment pour moi les jeux populaires qui arrivaient après les JO où il y a eu tout un engouement et les gens se sont dit on veut vivre encore la même chose, on a une deuxième opportunité pour le faire. Et donc ils allaient voir des matchs de basket, de CSI Foot de la même manière qu'ils allaient voir les matchs au JO et c'était incroyable. Moi j'ai jamais vu de compétition handisport, parasport, handisport avec autant de monde, avec autant de public, et ça faisait plaisir et les gens étaient heureux d'être là et trouvaient ça génial et vivaient le sport de la même manière que pendant les Jeux. C'était incroyable. Mais je pense que ça a fait quand même évoluer peut-être un peu, en tout cas les représentations dans la tête des gens, et qu'on évolue en tout cas sur le regard qu'on peut porter sur le handicap, et que ça a contribué à le faire, et que les gens sont quand même, je le disais, toujours bienveillants, mais un peu plus renseignés quand même. Ils se rendent compte que oui, on peut faire du sport, on peut avoir une vie normale, et ça y contribue, mais effectivement il faut encore travailler sur les représentations qu'on peut avoir dans la société, dans les médias, dans la culture qu'on peut avoir, où il y a encore peu de représentation, et il faut que ça évolue. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Clairement. En parlant de médias, ça aurait été bien qu'après les Jeux, qu'il y ait une émission dédiée au parasport. Peut-être pas une fois par semaine, ou peut-être pas une fois tous les 2 semaines, peut-être pas même une fois par mois pour commencer. Une fois par mois, un petit résumé des résultats, des analyses, peut-être une petite vidéo, une histoire d'un athlète. Ça peut être intéressant une fois par mois. Complètement. C'est vrai que ça met parfois du temps à s'impulser. Et je crois que c'était, je pense que je vais le dire souvent dans ce podcast, mais c'était Damien Seguin, le skipper qui est en ce moment d'ailleurs au Vendée Globe. Ouais. Je l'avais eu quelques minutes au téléphone, il me disait, mais en fait, l'essor du parasport de manière générale, de la médiatisation du parasport, ça suit à peu près la même courbe que le sport au féminin. Et donc en vérité, ça a mis du temps à ce que ce soit vraiment un sujet. Ça prendra probablement du temps pour le parasport également, mais en tout cas, on va réussir à y arriver. Et il n'avait pas trop de doute là-dessus. Et j'ai trouvé ça, en fait, déjà, la comparaison, je pense qu'elle tient la route. Puis la formule est bonne aussi. Et je pense que quand on a vu ce que vous étiez capable de faire cet été, et que ça a fait vibrer tellement de monde, que
en fait, l'intérêt, il existe en tant que tel. C'est-à-dire qu'aller voir des matchs de l'équipe de France, de Meaux même, tu vois, Bien sûr. en championnat, c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde, que ce soit pour des valides ou des personnes en situation de handicap. Donc je pense qu'il y a plus une évolution comme ça à considérer. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi en l'occurrence. Bah si, complètement. Enfin, je pense qu'on l'a vu avec les Paralympiques cet été, mais aussi avec un petit truc en plus, le film d'Artus. Carrément. Enfin, qui a un vrai intérêt quand même du public pour ces sujets-là. Et que donc il faut communiquer dessus pour inciter les gens à savoir que ces événements existent, qu'il y a des rencontres et mettre plus d'efforts en termes de communication. Bien sûr. Ah ouais, complètement. Non, complètement. Après, si je pousserais un peu plus loin, je dirais que la politique, les collectivités devraient aider un peu plus, imposer peut-être à certains clubs déjà d'avoir Des une normes section, d'accessibilité. déjà d'avoir une section féminine, parce que souvent je trouve qu'on est déjà beaucoup en retard aussi là-dessus. C'est pas normal que des gros clubs, que ce soit dans le foot, dans le basket, pour pas citer juste le Paris Basketball où on est ici, il crée sa section féminine que cette année. Et c'est pas vraiment créé parce qu'il a juste pris un club qui était déjà en championnat et là il lui a mis un maillot intégré. et voilà. Mais peut-être imposer justement à ces clubs d'avoir une section féminine et une section handisport. Ouais. Ils ont les moyens, ils savent faire, ils savent comment faire. Et en même temps, souvent les subventions qu'ils ont, c'est les subventions de l'État, de la mairie. Donc pour moi, ça serait normal. Mais ça, c'est aussi une question de mentalité. C'est comme quand on autorise un magasin d'ouvrir, on devrait imposer qu'il y ait une pente, que ça soit accessible, et pas qu'on appuie sur un bouton pour que le mec il a cherché sa pente, sa rampe, qu'il n'a jamais utilisée, qu'il ne sait pas comment mettre, qu'il est obligé de fermer sa caisse alors qu'il a des clients, donc ça le saoule, tu perds du temps, on est peut-être pressé nous aussi. Voilà, c'est ça moi c'est les mentalités. Est-ce qu'on est prêt ou pas à essayer de changer les choses, parce que on parlait de l'inclusion, mais l'inclusion ça avancera pas tant que l'accessibilité n'avancera pas, parce qu'on parle de difficultés qu'on a aujourd'hui. Dans 100 ans, on aura le même problème avec le métro. Donc oui, on ne peut pas toucher au métro parce que c'est compliqué. Oui, mais dans 100 ans, on aura le même problème. Du coup, Paris ne sera jamais une ville qui va pouvoir inclure des personnes en situation de handicap. Ce serait dommage. Ouais, et puis on le voit, on l'a dit juste avant, on est 10% de la population à avoir un handicap. C'est énorme, on a une population qui est de plus en plus vieillissante, donc ça concerne vraiment de plus en plus de personnes, c'est un vrai sujet. Et il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais on attend encore une vraie volonté politique de mettre en place des choses concrètement. Et cette loi de 2005 qui va avoir 20 ans, où on attend toujours qu'elle soit vraiment mise en application. Surtout que l'accessibilité, c'est pas juste pour nous en fauteuil, c'est pour tout le monde. Bien sûr. C'est pour les personnes, les femmes enceintes, les personnes avec des poussettes, poussettes, des bagages, des personnes bagages. âgées aussi. Quand on voit la polémique qu'il y a eu autour des maisons de retraite, tu dis mais faut se poser la question aussi comment on veut voir nos parents vieillir. Parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, si les immeubles ne sont pas accessibles, forcément au bout d'un moment il faudra choisir à les mettre dans des maisons de retraite. Est-ce qu'on veuille le faire le plus tard possible, ou alors dès qu'ils seront en capacité de descendre une marche. C'est des vraies questions que les gens doivent se poser, parce que c'est un vrai problème. Moi, peut-être ma mère elle a un peu de chance parce que je suis en fauteuil, du coup forcément on avait un appartement qui était accessible, et derrière moi je peux l'aider à être un peu plus autonome. Mais c'est vrai que ma mère elle a une sclérose en plaques, même si au-delà de son âge, c'est compliqué c'est compliqué, elle est obligée d'être tout le temps dépendante de quelqu'un. Pour faire la transition avec toi, Charlotte, mais c'est vrai que tu me dis si je me trompe, mais on en discutait un peu, j'ai l'impression que tu gravites toujours assez souvent autour du monde du sport, tu vois, que ce soit à travers des relais associatifs, l'organisation ou la participation à des événements. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'intégration sociale la plus large possible. Je ne sais pas si on en discutait aussi la dernière fois, le séjour aventure au sein de l'association Comme les Autres, qui a été créé notamment par Michael Jérémias. Ça a été aussi peut-être un déclic vers ce que ça pouvait être le pouvoir du sport. Alors là, j'ai l'impression d'être un peu fantaisiste en disant ça, mais je ne sais pas, est-ce que ça a permis aussi d'élargir tes horizons. Ouais, complètement. L'association Comme les Autres, en l'occurrence, ça a été un déclic. C'était en plus au même moment que j'ai créé Omni, où du coup, par rapport au handicap, ça m'a fait quand même vraiment évoluer, où c'est donc une association
qui prône la mixité, le fait de faire des séjours et des activités avec des personnes valides et en fauteuil, avec toujours un regard qui est positif et tourné sur le fait qu'on peut faire plein de choses quand on est en situation de handicap, et c'est particulièrement adressé à des personnes qui viennent d'avoir un accident, qui se retrouvent en situation de handicap et qui doivent apprendre à vivre avec, et donc à les aider, à leur montrer qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et à travers Comme les autres, on a fait pas mal de sports extrêmes. Et ça, c'était chouette parce qu'on a un peu les mêmes appréhensions, qu'on soit valide ou en situation de handicap. Et de se rendre compte que on partage ses peurs, mais en même temps, on vit des expériences incroyables avec énormément d'adrénaline qu'on fait ensemble. Et on se rend compte que oui, on est capable de faire plein de choses. Et de la même manière que n'importe qui, on a les mêmes craintes. Et on se lance tous ensemble, on crée des relations hyper profondes. Tu me disais que c'était quand même un stress, mine de rien, d'y participer. A priori, en tout cas, que tu avais quelques inquiétudes sur putain, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais y trouver finalement dans ces jours d'une semaine avec des gens que je connais pas. Avec des handicapés, quoi. En Ouais, plus, et pas que. Ouais. heureusement, il y avait des valides. C'est ça. Non, au final, c'est extrêmement bien passé. Mais oui, il y avait cette peur déjà de partir 5 jours avec des inconnus. Se dire, je vais passer 5 jours avec des gens que je ne connais pas, ça se trouve, ça va pas le faire, je vais pas m'entendre. Et en fait, non, les relations se font très vite, et c'est drôle parce que c'est des personnes qui on partage pas forcément les mêmes centres d'intérêt, et justement, c'est chouette de se retrouver parce qu'on se partage justement chacun nos vies, nos activités, notre façon de voir les choses, et ça nous ouvre un peu plus sur la vie. Ouais, non, mais je vois totalement. Et non, c'est une expérience que je recommande à tout le monde, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et je vois qu'aujourd'hui, tu es quand même assez suivi sur les réseaux sociaux. Tu as un solide carnet d'adresses, on va dire ça comme ça, mais dans le milieu, tu connais bien de nombreux créateurs de contenu en situation de handicap notamment, dont pas mal qui sont assez branchés sport derrière. Je sais pas, est-ce que ça pourrait faire naître des envies de participer à un projet étiqueté sport assez fou? Je dis n'importe quoi, mais il y a des exemples de rallye de voitures anciennes adaptées. Enfin bref, il y a énormément de projets, mais je sais pas, est-ce que toi, ça pourrait être un truc où tu te dis vas-y, let's go, je peux me brancher là-dessus, ou au final je sais pas, ça se trouve je fais naître quelque chose là en direct live. C'est clair. Non, je suis pas une très grande sportive, hein. Je préfère l'annoncer quand même, et je veux pas être un imposteur dans cette émission. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt sportive loisir, et pour moi, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ce soit j'utilise beaucoup le terme de mixité, mais je trouve que c'est vraiment essentiel qu'on gomme la différence et que tout le monde puisse y participer. Et je trouve que ça, c'est chouette au basket, que justement des personnes valides puissent participer pas aux compétitions, mais en tout cas aux matchs. Même aux compétitions, tu peux. Ouais, c'est ça, c'est mais juste pas à quelle très haut niveau. Ouais. Pas en Coupe d'Europe et pas en équipe de C'est France, ça. et pas en élite. Non, en fait, je pense que c'est ça, peut-être, tu as raison, le rappel à faire, c'est qu'en réalité, au basket fauteuil, il y a une composition en termes de points, Ouais. et qu'en gros, si tu es valide, tu rapportes du coup 5. En fait, je sais pas que tu rapportes. En fait, chaque joueur a une classification en fonction de son handicap qui va de 1 à 4,5. Un joueur qui est paraplégique, donc qui ne peut pas utiliser ses membres inférieurs, va être classé 1 point. Un joueur qui est amputé en dessous du genou, par exemple, va être classé 4,5. Moi, par exemple, comme j'ai ma jambe droite qui est touchée, mais pas ma jambe gauche, pas à 100%, je vais être classé 3 points. La somme des 5 joueurs sur le terrain ne doit pas dépasser 14 points. Ou 14,5 14 points en équipe de France et 14,5 en club. Et une personne valide a le droit de jouer avec nous, et elle sera classée 5 points. C'est-à-dire que quand le coach met son 5 sur le terrain, s'il intègre un valide, forcément pour arriver à 14, il est obligé d'intégrer beaucoup plus d'handicaps plus lourds. Du coup, ça équilibre le jeu. Du coup, forcément, c'est une question d'équilibre, de savoir est-ce que vaut mieux mettre un joueur valide avec 4 autres joueurs un peu plus faibles, ou alors mettre 5 joueurs plus ou moins du même niveau. Donc après, ça, c'est une question de tactique en fonction de... Mais je trouve ça génial d'avoir mis ça en place, et il n'y a qu'au basket qu'on voit ça. C'est ça. Et en plus, c'est un sport qui est mixte. Les filles et les garçons jouent ensemble, et parce qu'il n'y a pas assez de filles pour créer un championnat féminin. Et du coup, pour inciter les clubs à jouer avec plus de filles, il y a un système de points aussi avantageux pour les filles. Donc, elle serait très bien, parce que du coup, elles jouent et elles se débrouillent super bien en plus. Donc, parce que dans le basket fauteuil, il n'y a pas forcément d'être super physique. Si tu es intelligent, tu fais des bons choix,
as largement ta place sur le terrain. Non, mais alors ça, c'est une remarque de sportif, parce que moi, je vous dis que c'est pas du tout ça. Il faut quand même avoir une certaine condition. Oui, c'est assez dur comme le basket fauteuil, parce qu'il faut quand même Il avoue dribbler, enfin. C'est trop facile, il quoi. faut pousser son fauteuil, on a le droit qu'à 2 pousser quand on a le ballon sur les genoux. C'est vrai que dribbler, d'avancer, c'est assez dur. Mais avec de l'entraînement, avec un bon fauteuil, si on est bien installé, bien attaché, tu pourrais te surprendre. D'accord ? Aujourd'hui, on verra ça aujourd'hui. Le rendez-vous est pris. Non, je vois l'heure qui tourne un petit peu. J'avais prévu plusieurs petites questions confessions. Je pense qu'on a le temps probablement que pour une, mais on va dire c'est quoi la dernière embrouille que vous avez eue de manière très très large. Ça peut être au feu rouge un mec qui est un peu relou et qui insulte, jusqu'à je sais pas un échange un peu vif dans les médias avec Teddy Riner, tu vois, par exemple. Je dis ça. Ah ouais, Ok. d'accord. T'es obligé de débunker maintenant. Tu sais, alors, les deux, hein, parce que la voiture, forcément, moi je suis en voiture tout le temps et c'est vrai qu'à Paris c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, et surtout quand on n'a pas forcément le choix de prendre les moyens de transport. C'est pour ça que la trottinette Omni c'est intéressant, et surtout que c'est pour des budgets qui sont voilà, abordables, et ça c'est intéressant parce que quand on voit que certains fournisseurs de ces troisième roues n'hésitent pas à lancer des 4 000, 5 000, 6 000 euros pour une trottinette. Ok, ça peut être bien quand on a une situation professionnelle et qu'on peut se le permettre, ok, parce que voilà. Mais après, si on peut pas et qu'on voudrait quand même pouvoir se déplacer, c'est super intéressant. Je l'ai pas payé pour dire ça. Et puis il y a des aides financières qui permettent aussi. Voilà. Et puis maintenant, il y a des aides financières qui permettent, heureusement, parce que ça j'en avais parlé aussi, je ne sais plus avec quel élu de la ville de Paris, je dis c'est pas normal que si moi par exemple demain j'achète un vélo électrique, j'ai une aide de la ville de Paris. Par contre, si j'achète un vélo, une troisième roue, une roue électrique, j'ai aucune aide. Ça c'est pas normal parce que nous on est les premiers quand même touchés. Surtout en plus qu'à Paris, maintenant ils ont mis les voitures électriques automatiques pour les amendes. Du coup les gens se garent sur les places handicapées et ils n'ont jamais d'amende parce que les voitures Ils vérifient pas. Ouais. ils vérifient pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Il faut être assermenté en fait pour pouvoir mettre une amende de je sais plus, deuxième classe. Donc voilà. Et ensuite pour revenir à Teddy Riner, que j'apprécie beaucoup, et que je le remercie parce qu'il a essayé de mettre le parasport en avant, il a essayé pendant les Jeux paralympiques de parler de nous. Après voilà. En gros, il disait que c'était les vrais super-héros, c'était vous. Je schématise un peu, mais c'est ça. Ouais, en fait, il a un peu, dans sa manière de communiquer, pour moi, était un peu maladroite. Pas qu'il l'ait fait une fois, il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois. Et souvent, moi, ça me dérange pas ce qu'il disait. Ce qui me dérangeait, c'est que mes amis reprenaient ce qu'il disait et que le partageaient. Et moi, je dis, mais non, faut pas partager ce qu'il dit parce que moi, je suis pas d'accord. On n'est pas des vrais héros, on n'est pas des super-héros, on n'est pas plus méritants. Et on n'est pas non plus, quand on a un handicap, c'est pas forcément dur à vivre. Parce qu'il a dit déjà, quand on a un handicap, c'est déjà difficile à vivre. Pas forcément, ou peut-être pas dans le sens où il l'a dit, peut-être qu'il voulait dire que le fait que la vie soit pas adaptée, c'était pas précisé. Donc, Ouais, je comprends. ensuite, en disant qu'on était des super-héros et qu'on était les vrais héros, que c'est maintenant que commencent les vrais Jeux Olympiques, c'était tellement gros que forcément, je trouve que ça a plus l'effet inverse du message envoyé. Du coup, moi, j'ai juste repris un petit peu ce qu'il a dit. Je lui dis non, moi, je suis pas d'accord. On n'est pas des super-héros, des vrais héros. On est des athlètes comme n'importe quel athlète. C'est juste qu'on est dans une catégorie différente qu'est le parasport. Comme toi, tu es dans une catégorie qui est au-dessus de 130 kg ou de 100 kg. Et dans le judo, il y a plusieurs catégories. Nous, c'est pareil. Donc, j'ai fait la comparaison. Et là, les médias, on s'en ont pris un petit peu. On essaie de partager. C'est bien parce que c'était juste avant les Jeux paralympiques, Ouais, une c'est semaine beaucoup avant. d'écho. Ouais. Une semaine avant, donc je sais pas si ça a contribué un petit peu où les gens se sont dit ah putain c'est bien, il va y avoir du fight, on va y avoir du basket. Teddy Teddy qui t'attend Riner sur il le va parking. arriver, il va attraper Sofiane, il va le casser en deux. Est-ce que on va prendre des billets pour ça? Je sais pas, mais en tout cas Bercy c'était blindé à tous les matchs. Et malheureusement il n'y a pas eu Teddy n'est pas venu, hein, il est pas venu me voir. Vous n'aviez même pas pu échanger spécialement dessus. Non, on n'a pas pu Ok. échanger. Après, c'était une période où il y avait. Moi, j'étais en pleine préparation aussi, compétition. Lui, je pense que après les Jeux, il avait aussi besoin peut-être de se poser. Donc, ouais, c'était. Mais voilà, Ça par va, ça. c'était un gentil fight. Oui, quand même. c'était un gentil fight. Oui, non, en général. Clairement.
Ceci dit, tu n'échapperas pas à la question, Charlotte. C'était quoi? Non, je sais pas, d'ailleurs, vous êtes peut-être pas du tout de nature nerveuse, quoi. Que du coup, j'ai cru comprendre qu'en bagnole, ça pouvait. Bah, en bagnole, oui, forcément. Ouais, un petit ça peu. peut déraper de temps Sur le en temps. terrain aussi, je suis une autre personne, forcément. Je peux Ouais. être adorable en dehors. Sur le terrain, je suis un compétiteur. J'aime gagner. J'en attends beaucoup des autres parce que j'en attends aussi beaucoup de moi. Donc, je suis perfectionniste. Forcément, quand on est athlète et quand on a tendance à la performance, on veut que ça soit tout parfait, quoi. Dans un sport co, c'est plus dur parce qu'il y a les coéquipiers, il y a le coach. Ça dépend pas que de toi. Ça dépend pas que de moi. Mais c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me mettre dans le sport, c'est que je suis très mauvaise perdante. Et comme je suis pas une bonne sportive, bah, j'ai tendance à perdre et donc c'est compliqué à moi à vivre. Donc ça pourrait être un sujet d'embrouille, effectivement. Ok. Même aux jeux de société, Ah ça oui. peut. Ok. Ah oui, non. Les jeux de cartes, surtout. Tu m'as dit que tu étais une spécialiste des jeux de cartes. tout à Ouais, l'heure. non, mais j'aime bien les jeux de manière générale, mais je suis effectivement un peu mauvaise perdante. Un peu. Et donc, ta dernière embrouille Moi, J'ai même pas besoin de relancer. Mais je sais pas, moi je suis pas trop de nature à m'embrouiller quand même, franchement. Je sais pas, t'étais en trottinette, il y a un vélo qui t'a coupé la route, tu Mais l'as. c'est moi qui les Tu l'as double. poursuivi, tu l'as mis. Tu as fait une tête à queue, je sais pas. Je réfléchis, hein, mais. On va pas t'inventer une nature forcément belliqueuse si c'est pas le cas, hein, t'inquiète. Y a pas de- Non, mais moi aussi en voiture, quand je peux prendre la voiture, effectivement, je suis un peu une autre personne et effectivement, ça me rend folle de voir les personnes qui font pas attention. Et puis en plus, je pense que je suis un peu mal. Comment on dit que je suis pas aidée parce que c'est vrai qu'en fauteuil, les gens font toujours attention à moi. Et du coup, quand je suis dans ma voiture, je suis comme tout le monde. C'est ça. Et là, les gens font plus attention à toi, te laissent plus passer. Et du coup, ça rend fou. La transformation de Charlotte. La main Moi, sur je le ne suis klaxon. plus une princesse. Aïe, aïe, aïe. C'est bientôt terminé, mais je sais pas, je voulais vous faire compléter aussi une phrase et, en ajoutant un souvenir marquant qui va avec. Pour vous, Paris 2024, c'était 3 petits points. Magique. Surtout que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as porté la flamme, alors je sais pas si c'était la flamme olympique ou paralympique, mais mine de rien, quand même ça à mettre sur le CV, c'est pas mal. Ouais, bah c'est ma carrière de sportif qui m'a amené là. Non, j'avoue que c'était incroyable comme moment. C'était pendant les Jeux Olympiques, c'était incroyable ce moment où tu portes la flamme et en fait c'était juste avant, donc avant les JO. Au moment des élections législatives où l'ambiance était un peu morose, les gens n'étaient pas forcément dans un très bon mood et d'avoir le bus qui arrive avec la flamme et d'avoir toutes les personnes qui se sont réunies autour du bus et du passage du bus et ensuite de nous les relayeurs, c'était ouais, ça faisait chaud au cœur de voir qu'on arrivait malgré cette période un peu de désaccord sur le plan politique, à avoir quand même un engouement, à se réunir, à avoir cette ferveur et de voir des sourires partout, ça faisait bien, on se sentait bien et ça annonçait la bulle qu'il y a eu pendant les JO et les Paralympiques où tous les gens étaient heureux, on était bien, on partageait cette même passion et donc ouais, très, très heureuse d'avoir vécu tout ça. C'était où déjà? Je t'avais posé la question, mais je me rappelais plus. C'était pas loin de Mantes-la-Jolie. Ok. Ah bah moi les jeux c'était inoubliable forcément parce qu'une expérience unique, en plus à domicile, jouer devant son public, encouragé par son public, c'était vraiment magique aussi comme tu dis. Je dis souvent les jeux en fait je comprends mieux quand on dit l'important c'est de participer parce qu'en fait les jeux ça va au-delà du sport, c'est vraiment un événement sportif qui permet de se retrouver, de regrouper, d'être heureux, d'être joyeux, donc ça va au-delà du sport, donc c'était vraiment un événement que j'ai envie de refaire dans 4 ans parce que ça a été magique quoi. Et la question qui vient peut-être alors du coup après les jeux, mais est-ce que c'est pas trop grisant de te dire que vous revivrez peut-être jamais ça en tant qu'athlète, de revivre des jeux comme ça en France à la maison? Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc où tu te dis en fait j'ai atteint le summum? Alors, dans l'absolu il aurait fallu la médaille, tu vois, non, mais je sais pas comment dire ça au niveau de l'ambiance, tu retrouveras probablement. En fait je pense que les jeux c'est vraiment un événement même si on n'y a pas participé en tant qu'athlète, c'est d'y avoir participé dans le public, en portant la flamme. Je pense que c'est ça qui est magique. Tu vois, nous, on n'a pas fait de médaille, mais c'est pas ça que je retiens, quoi. C'est pas ça que je retiens. Je sais très bien que pour moi, quand je suis en championnat du monde, championnat d'Europe, quand je suis en club, là, c'est la compétition et c'est pas la même chose. Là, même quand on perdait, j'étais content d'être là, j'étais souriant, je saluais le public.
dans un vrai match, je perds, faut pas me parler, quoi. Faut pas me parler, je suis énervé. Là, j'étais content quand même parce que c'était au-delà du sport. C'était avant tout de montrer aussi qu'on était des athlètes, montrer le basket fauteuil, ça c'était important pour moi parce que j'en parlais beaucoup et là du coup on était là, il fallait montrer. Donc ouais, ça va au-delà du sport. Donc c'était un événement qu'il fallait faire, qu'il fallait participer en tant qu'athlète, en tant que bénévole, en tant que plein de choses, même dans le public, il fallait les vivre. Voilà, je trouve que c'est ça qui est important des jeux. Parce que dans tous les cas, on n'aura plus d'autres jeux à Paris. Donc forcément. C'est ça qui est frustrant. Ouais. Enfin, moi-même en tant que spectateur, je trouve que c'est ça qui était incroyable, c'est de se dire que c'était à domicile. Enfin, nos équipes françaises, on était là à chaque match et enfin, c'était incroyable de vivre ce moment-là avec Cocorico, quoi. On était à domicile et c'est ça qui change quand même un peu les choses. Où je pense que j'aurais envie d'aller voir d'autres jeux dans ma vie, mais là c'était un truc unique qu'on a vécu, qu'on a eu la chance de vivre dans nos vies. C'est clair. Puis Tout le fait le d'avoir travail. des volontaires français aussi, tu vois, juste tu demandes incroyables, ta nos destination, volontaires. où tu sais, hop, direct on t'indique en français le sourire. Enfin, t'es là, ouais, c'est trop ça. bien, Ouais, c'est c'est clair. trop bien accueilli. Tout le travail qui a été fait sur 2, 3 ans, 4 ans, ça a été parce qu'il y a une préparation, même si au départ il n'y avait pas forcément d'engouement, il y a eu toute une préparation, tout un travail et c'était intéressant. Je voulais aussi vous demander si vous aviez alors c'est un classique fin de podcast, mais des petites recommandations, des trucs que, je sais pas, ça peut être jeux vidéo, podcast, émissions, séries télé, films, des trucs que vous avez vus, lus, etc. Enfin dernièrement et qui vous paraissent intéressants de partager. Je sais pas si vous avez ça en stock. Si vous voulez, je peux commencer, histoire pendant que vous cherchez. Non, moi je pense que je voulais parler du spectacle Stories. C'est un spectacle vivant, en l'occurrence, où on suit un jeune acteur bloqué dans un de ses films après un conflit avec son réalisateur. En gros, c'est un spectacle de claquettes que j'avais jamais vu de ma vie. Et c'était vers Porte d'Italie, là, je crois que c'est le 13e art, exactement le nom de la salle. Et c'était incroyable, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre et le niveau est tellement haut, enfin c'était tellement dynamique et c'est du très très haut niveau. Je pouvais comparer ça avec le sport, je me disais mais la synchronisation entre, je crois qu'ils étaient quasiment une dizaine sur scène, était tellement parfaite que je me suis dit mais c'est des années de travail, mais je me suis dit mais waouh, là c'est fou, c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc moi à la limite je pense que ce serait ça et puis quitte à faire une deuxième petite reco, ce serait le podcast d'une joueuse de para-badminton qui s'appelle Milena Suro, qui a lancé son podcast il y a quelques temps, qui s'appelle Journal d'une parabadiste, et elle revient un petit peu, voilà, c'est son témoignage sur ce qu'elle traverse en tant que sportive, et puis aussi ses difficultés du quotidien. Elle parle aussi de son handicap, de son autisme, etc. Donc c'était trop, trop intéressant, donc si vous voulez aller écouter ça, c'est vraiment chouette. Moi, une reco que je ferais, c'est des amis qui ont lancé un compte qui s'appelle We Lead World, qui parle de voyages d'aventure quand on est en fauteuil et qu'on a envie d'aller dans des endroits qui sont incroyables. Et ils ont lancé avec une agence de voyage des séjours qui sont adaptés pour aller... Là, ils étaient en Namibie et c'est chouette de voir qu'on peut aller dans des endroits qui sont pas forcément hyper accessibles, mais qu'on peut quand même se permettre d'aller dans des endroits comme ça. Et ouais, je vous encourage à aller les suivre parce que leur contenu est juste incroyable. Ouais, je mettrai ça dans la description, c'est notamment sur leur compte Instagram, je pense qu'ils communiquent beaucoup. Moi, je suis allé au théâtre il n'y a pas longtemps, je suis allé voir Passeport de Michalik et coup, j'en profite pour un peu un coup de gueule parce que les théâtres sont pas accessibles. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un droit aussi même pour nous. Et c'est vrai que c'est souvent, moi j'aime bien aller au théâtre et c'est vrai que des fois c'est compliqué. Bon, heureusement je peux marcher avec des béquilles, du coup je peux facilement, mais une personne qui peut pas marcher se retrouve un peu exclue alors que c'est typique parisien quoi, le théâtre. Et voilà, allez voir Alexis Michalik parce que Michalik, et du coup je trouve que j'aime beaucoup ses pièces. Qui a toujours alors je crois que c'est lui, Cyrano. Edmond. Edmond. Il a fait Edmond. Qui tourne depuis longtemps. Toutes ces pièces, elles sont très chouettes. Mise en scène, vraiment top. Quoi. Du début jusqu'à la fin, on y accroche. C'est validé par Sofiane. Non, pour terminer, c'est quoi un petit peu vos projets pour l'année 2025 ? Donc du coup, championnat du monde de course d'orientation pour toi, Charlotte. Non, en vrai, cette anecdote m'a tellement fait rire. Ça suffit ce running gag. Je vais vous expliquer parce que du coup, vous ne comprenez pas la private joke. Mais il se trouve que quand
quand j'avais 13 ans, on m'a proposé de faire les championnats du monde de course d'orientation parce qu'ils avaient personne pour représenter l'équipe de France. Ouais. Donc ils étaient venus à Toulouse-Lautrec pour prendre des personnes qui avaient une bonne note en EPS en orientation, et du coup ils m'ont pris moi. Mais je me suis retrouvée dans cette compétition où tous ils sont professionnels dans les autres pays, et en France c'est pas du tout développé. Et donc moi j'avais 13 ans avec des gens qui avaient 40 ans et qui étaient hyper chauds, et donc évidemment j'ai fini dernière, surtout que moi j'avais besoin du GPS pour aller chercher ma baguette de pain, donc vraiment il y avait peu d'espoir qu'il se passe grand chose. Mais t'étais solo du coup, ou c'était quand même en équipe Non, j'étais solo. Ah oui, ok. Mais donc ouais, en échec sportif, mais par contre un Ouais, bel c'est- apprentissage et Mais c'était une dans un aventure pays qui était chouette. incroyable. Oui, en plus c'était en 2004, c'était pendant les JO d'Athènes. Et donc c'était assez drôle parce qu'on est arrivé, on était plusieurs pour la compétition, on avait nos survêtes de l'équipe de France avec nos sacs, on arrive à l'aéroport, et donc là le personnel de l'aéroport nous dit « Ah, vous allez à Athènes ?» On fait « Non, nous on va en Suède » parce que c'était là-bas qu'avait lieu la compétition. Et donc voilà. T'as signé tes premiers autographes Exactement, j'ai signé des autographes parce que plein d'enfants me voyaient avec le survêt et sans savoir ce que je pouvais faire me demandaient des autographes. Donc j'étais très fière. Quand je te dis que j'ai eu une carrière de sportive. Ah, mais je te crois à 100%. Hein. Pour le coup, là, ça coche toutes les cases, il n'y a pas de débat. Mais oui, non, pour revenir plus sérieusement, c'est quoi un petit peu les grandes dates pour vous en 2025, vos grands projets Alors là, déjà à la rentrée en janvier, on va enchaîner sur la Coupe de France qui aura lieu à Limoges. Ensuite, on enchaîne le championnat, et en début de saison, en plus, on enchaîne les plus gros d'entrée. On enchaîne les 4 premiers du championnat, donc ça va être très dur la suite. Moment fatidique, quoi. C'est ça. Et ensuite, on a la Coupe d'Europe. On part en Italie pour participer au premier tour de Coupe d'Europe. Donc ça va s'enchaîner là tout le mois de janvier-février. Ça va être à la chaîne, donc ça va être intense. J'ai profité de ce moment-là de trêve, de me reposer un petit peu, parce qu'après les Jeux, on ne s'est pas arrêté. Et ça a été dur. Moi, j'ai une fille en plus de 6 mois, donc les nuits étaient courtes aussi. Donc voilà, ça va me faire du bien un peu de me reposer. Bah ouais, c'est vrai que oui, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, c'est Otavia, hein, c'est ça, Otavia, qui est exactement. né fin juin, si je me trompe pas. Effectivement, déjà, Juste avant les Jeux. Déjà que je me disais, mais Sofiane, il fait 10 000 trucs. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, donc il y a la petite qui arrive, ça On va va rajouter ça va être cool. un petit truc en en plus. en plus, exactement. Et avec l'équipe de France, au mois d'octobre, on a le championnat d'Europe. Ok, donc des rendez-vous un peu prévus avant, histoire de oui, monter voilà. en puissance. Oui, voilà. On en saura un peu plus sur le staff, équipe de France. Ok, ça se passe où, pardon En général, les stages, le tournoi, tournoi, ouais. le tournoi en Bosnie. Ok, Donc, octobre 2025. ouais, À exactement. vos agendas. Et À toi, vos- du coup, Charlotte? Et bah écoute, un de mes premiers objectifs pour 2025, c'est de me remettre plus sérieusement au sport. Donc ça tombe bien qu'on en parle ici. Et j'ai l'impression qu'en le disant, ça m'engage réellement. Ah bah alors là, Sofiane est en train de sortir de sa poche son petit contrat pour te faire signer la licence C'est au ça, Paris Basket exactement. Fauteuil. Aïe, aïe, aïe. Et non, bah moi mon bébé c'est Omni, et donc continuer à développer l'entreprise et à permettre à un maximum de personnes de pouvoir se déplacer plus facilement grâce aux solutions de mobilité qu'on propose, et voilà. Bah, c'est déjà un très très bon projet, c'est moins qu'on puisse dire. Très très bien, ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. Il ne me reste qu'à vous remercier chaleureusement d'avoir pris un peu de temps pour cet échange, c'était trop chouette. Et puis à vous, chers auditeurs, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de Par Amour du Sport. Et puis si ça vous a plu, pensez à mettre les 5 étoiles qui font du bien sur les différentes plateformes de podcast, et puis à glisser tous vos commentaires, ça donne de la force, et puis ça me permet de continuer à améliorer tout ça. Voilà, des bisous, ciao ciao. Merci Clément. Salut. Merci. Merci Charlotte.